Redis-moi des mensonges. Tu sais si bien mentir que mon cœur même y prend plaisir. Avec toi, tendrement je me plonge dans un bonheur facile et qui suffit à m'étourdir. Et la nuit disparaît comme un songe dans un nouveau désir qui ne devrait jamais finir. Redis-moi tes mensonges, toi qui sais bien les mots qu'il faut pour m'endormir. Et oui, c'est vraiment Eco Club et nous sommes en 2021. Ce petit clin d'œil pour ma maman, qui me disait souvent qu'elle aime cette chanson parce que cette chanson lui rappelle sa jeunesse, au temps où papa savait si bien mentir et qu'il savait trouver des mots pour faire plaisir. Mais c'est réussi puisque tu es là. Alors, et ça a réussi puisque je suis issu de cette séduction mensongère. Bienvenue sur Eco Club à tous et à toutes. Il sera question aujourd'hui de l'opinion publique, d'où ce clin d'œil au discours du séducteur, en Guadeloupe particulier. Alors pour en débattre, sans plus tarder, nous allons faire un tour de table. Nous allons commencer pour une première fois par la gauche. Et je commence par la gauche. Et je donne la parole en premier à mon ami et néanmoins le plus brillant de cette génération, Édouard Collet. Bonjour, mon cher Nico est très content d'avoir entendu cette chanson que ma grand-mère susurrait, fredonnait, que ma mère même m'a appris à danser. Ah, merveilleux. Et je retiens comme titre le bon vieux temps, c'est ce que je retiens. Bonjour à tous, mes chers amis. Ok. René, oui, non, mais j'écoutais ce qu'il disait. Pourquoi? Parce que la chanson, ça me rappelle d'étouffer Gnénien, pour pas dire. Ou alors, c'est les périodes qu'on attendait pour faire le carreau de chambre et ne pas lâcher. Ou alors faire le mur. Oui, c'est une partie de la jeunesse. Ouais. Mais si tu parles de l'opinion publique, il y a une opinion publique. Une opinion publique en Guadeloupe, mais qui a exprimé de manière diversifiée. Et dans les contradictions qu'ont l'opinion publique pénie. C'est-à-dire que mais l'opinion publique, c'est comment il n'est pas structuré, pas organisé, qui a exprimé de différentes manières. Le débat est lancé d'abord. Raphaël Sperronnet, bienvenue. Bonjour à tout le monde. C'est pareil, moi la musique, mais c'est terrible, ça vous replonge dans des moments différents. Moi, ça me remonte à mon premier appareil à musique qui était un Tepaz. Ça vous dit hein? Non, pas du tout. Ça te dit des petits électrophones avec des petits disques en diamant, on lisait de tout. Et donc, un temps où on était toujours amoureux, on pensait que la vie, c'était un long fleuve tranquille, où il y avait c'était un sucre d'orge qu'on pouvait sucer par les deux bouts. Enfin, c'était bien. Excellent. Bonjour à tout le monde. Excellent, bonjour à tous. Alors, Raymond, comment ça va? Ça va bien. Je suppose que tous ceux qui nous regardent et qui écoutent Eco Club vont bien. Et que cette musique, cette charmante musique. Oui. Mais il se trouvait que je n'ai jamais été grand danseur. Et comme on disait à l'époque, le terme de l'époque, je ne sais pas comment ça se dit maintenant, a toujours moins ciré. Il le dit publiquement en plus. Ah oui, mais je n'étais pas bon danseur alors. Les dames savaient déjà qui est-ce qui se dansait bien, mais ça charonnait sur les bons danseurs. En tout cas, tu étais bon parleur alors. Peut-être au niveau de la parole, c'était peut-être mieux. Ah d'accord. Alors,
Et toi, Jean, ça me rappelle, comment tu vas, Jean? comme cela a été dit, le bon vieux temps. Oui. Le bon vieux temps, je crois que c'est les années 70, j'imagine. Ah oui. Les années 70. Un petit peu avant. Et avec cette chanson-là, attention, chanson d'amour, il y avait une chorégraphie qui était associée. C'est-à-dire, on n'approchait pas l'autre, on n'approchait pas le cœur sans qu'il y ait une tenue vestimentaire. Pattes d'éléphant, si vous voulez, avec les coupes américaines, le cheveu. C'était un genre de vie inoubliable, n'est-ce pas, plus ou moins dépassé, révolu, mais ceux qui ont vécu ce moment-là, quand on écoute par exemple la musique sur une radio le samedi, le dimanche après-midi, eh bien, c'est la tendresse, ça. Nous avons besoin de ça en ce moment. Nous allons parler de l'opinion publique, on l'a approfondi. C'est parfait. Alors, Jean, la transition est faite tout de suite. Tu sais si bien mentir que mon cœur même y prend plaisir. Au plaisir. On y est. Alors, la question qu'on va essayer de démonter un peu, c'est celle de l'opinion publique en Guadeloupe. Alors d'abord, il paraît, j'ai lu ça quelque part, que ça n'existe pas en Guadeloupe. Que la Guadeloupe est un pays qui bannit l'opinion publique, nous là, nous là, quoi. Là, nous qu'à manger, nous qu'à boire, nous qu'à consommer, et que la preuve qu'il n'y a pas d'opinion publique, c'est que ou qu'à choquer Guadeloupéen sur le chlordécone, il n'est pas qu'à réagir, ou qu'à choquer ici l'épandage aérien, il n'est pas qu'à réagir, ou qu'à choquer ici il panie de l'eau, il n'est pas qu'à réagir, tous les gens ont choqué, il n'est pas qu'à réagir. Bon. Donc, il panie opinion. Il n'aurait pas d'opinion. Bon. Et la question, c'est si c'est vrai, qu'est-ce que ça veut dire de notre vivre ensemble, de notre démocratie? Qu'est-ce que ça veut dire du citoyen guadeloupéen? Vous qui écoutez, là, on dit du mal de vous. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire des gouvernants? Ce serait grave. Bon, j'espère que c'est pas aussi grave que ça, nous qui voyons ça. Et puis, sur une note plus positive, j'aurais envie de vous provoquer sur la forme d'une anaphore. C'est comme Collet est un grand grammairien, j'ai vérifié si on dit une anaphore. Une anaphore de celle de François Hollande, moi, président, J'aurais aimé qu'en toute immodestie, moi, président de la région Guadeloupe, nous connaissons bien comme ça. OK? Bon. Ça j'ai fait, hein? Ça j'ai fait? Ça j'ai fait. Nous pourrons passer en deuxième fois après en notre moule. OK. Donc, alors, on attaque la question de l'opinion, l'état de l'opinion. Alors, Jean, sur la question de l'opinion publique, tu en es où, toi, dans ta réflexion son existence, par son existence D'abord, j'ai bien retenu une chose, c'est que tu as bien parlé du conditionnel. Il n'aurait pas. Oui. Il n'y aurait pas. Tu n'as pas dit qu'il n'existe pas. Il n'aurait pas. Ça a du sens. Moi, je vais dans l'affirmatif, un peu comme l'a souligné René à l'entrée, l'opinion publique existe. Puisqu'il y a des croyances, il y a des convictions, il y a des jugements, il y a des valeurs qui sont entretenues, qui alimentent notre vie en société, n'est-ce pas? Et tout cela, ces valeurs, ces jugements, ces convictions, n'est-ce pas, alimentent la vie en société, mais sont régulièrement aussi enrichis, soutenus par tout un système. C'est le système. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce système-là? On retrouve les médias, on retrouve aussi les fake news, n'est-ce pas? Parce que maintenant, vous savez, chacun fabrique son média, en quelque sorte. Donc, c'est ça qui constitue l'opinion publique. Parce que le problème aussi, dans cette opinion publique, l'opinion publique n'est pas soumise au contradictoire. Il n'y a pas le contradictoire. On entend, on enregistre, et ensuite on agit, on se comporte, et on pense et on diffuse par rapport à cela. La différence, c'est que dans le débat, quand il y a le contradictoire, ça permet justement de, ce que je dis, contreventer l'opinion. C'est-à-dire redresser, corriger, trouver la bonne ligne. Ça. Mais malheureusement, nous avons une société, elle est comme ça, elle est fabriquée, elle est entretenue par l'opinion publique, et que
ça fragilise aussi la vie en société. Parce que, regardons la question du vaccin, par exemple. On entend énormément de choses. Tu as parlé de chlordécone, tu as parlé énormément de choses. Mais ça, si nous en sommes là, dans cette absence de vérité, c'est parce que, aussi, cette opinion publique est largement est présente et largement entretenue par une société que j'appelle une société un petit peu bancale. D'accord. Bonne introduction pour cette pause. Alors, toujours essayer d'appréhender ce dont on parle, l'opinion publique qui n'existerait pas en Guadeloupe. Alors, Raymond, qu'est-ce que tu penses de ça? Toi qui as toujours des opinions même tranchées, est-ce que ça te choque pas un peu qu'on dise que dans ton pays, pas ni opinion publique? Non, si, pour moi, il y a une opinion publique. Oui. Il est ce qu'elle est, mais l'opinion est là. Et ça prouve que nos dirigeants, comme tu as dit en introduction, on va choquer sur l'eau, personne ne répond, sur le chlordécone, personne ne répond, sur l'agriculture, personne ne répond. C'est que les dirigeants font bien leur boulot. Les dirigeants maîtrisent. Oui. La situation est maîtrisée. Ouais. De même, on a par exemple la pandémie aujourd'hui. C'est bien, on a parlé. C'est que, les gens ne se posent pas plus que ça, c'est parce que les gens sont rassurés, les gens savent que de toute façon, même s'il y a un problème, il y a des relais qui vont se prendre. Donc, le système, c'est très subtil, cette affaire-là. Que ce soit pour l'eau, pour la santé, l'opinion est là, les gens sont rassurés, les gens savent qu'il y a un problème qui se pose, il y a des relais qui vont se prendre pour pouvoir pallier avec ou sans argent. Donc, pourquoi on va s'embêter à courir les rues? Il y en a quand même quelques-uns qui ont choisi cette option-là, mais pas forcément pour les mêmes raisons. Et donc... pour moi, pour l'instant, c'est ce que je vais dire sur cette affaire-là, qu'on va développer certainement. D'accord. Alors, ta vision, toi, de l'opinion publique, c'est que pour toi, elle n'est pas nécessairement dans la contradiction, dans l'opposition, dans l'antidémocratique classique. Tout à fait. Je prendrai comme exemple, par exemple, la consultation de 2003. Voilà, très bien. 2003, 2003, c'est-à-dire que la question... il fallait voter oui ou non. Oui ou non, le oui ou le non. Et donc, c'est à ce moment-là que certains départements ont choisi d'avoir l'Assemblée unique. L'Assemblée unique, très bien. Okay. Bon, on a bien vu, mais pour l'opinion en Guadeloupe, c'était une question de... La France ou pas la France, c'était un peu comme ça que dans l'opinion, en général, les gens ont perçu ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là que je dis que nous avons quand même une grande maturité d'esprit en Guadeloupe. Lorsqu'on dit que nous ne sommes pas matures pour certains, je dis que non, nous sommes très matures, alors que tout le monde avait dit de voter oui, que ce soit les indépendantistes, les droites, les gauches, les centres, tout le monde avait dit voter oui. L'opinion a voté non. Non. D'accord. Ok. Voici un exemple. Un exemple où l'opinion est là, malgré on a rabâché à qui veut l'automne de voter oui. Et à ce moment-là, Saint-Barthélemy nous ont lâché aussi. Parce que, on ne va pas revenir sur cet aspect-là. Mais on a bien vu que les gens ont une certaine maturité de penser, malgré l'opinion des leaders, on n'a pas suivi les leaders. Et tous les leaders confondus. Intéressant. Raphaël, comment tu vois ça? Oui, moi, je crois que d'une manière très, très profonde, le comportement basique du Guadeloupéen. Alors, ne me demandez pas de définir qu'est-ce qu'est le Guadeloupéen. Non, ça c'est... Disons, le commun des communs. Il y a une espèce de nous, mais sans S. Sans S, oui. Okay. On a déjà dit. Le comportement basique du Guadeloupéen est fondé et codé. Et je dis ça pour revenir à l'opinion publique. S'il y a une opinion publique en Guadeloupe, oui, bien sûr, mais elle est codée. Et elle n'est pas directement accessible. Et comme vous disiez tous les deux, elle est codée non pas sur la contradiction, puisqu'on n'est pas sensible à la contradiction, on s'en fout. Elle est codée sur le paradoxe. Parce que l'avantage du paradoxe, c'est que ça permet d'avoir un comportement stratégique. On sort de la contradiction par le cartésianisme, c'est ça ou c'est pas ça, donc l'exemple de 2003. On sort du paradoxe par une coémergence, c'est-à-dire une pensée divergente. Et donc le Guadeloupéen est fondamentalement paradoxal. Et donc, ce qui fait que l'opinion publique n'est pas une évidence en soi. C'est pas quelque chose de sui generis. Quand on la cherche, les voies d'expression le plus souvent
on ne les trouve pas dans les discours des Raymond, dans les voies d'expression où on veut la canaliser. Pourtant, en même temps, cette opinion publique a beau jeu de se cacher derrière ces leaders de proximité, tout en les larguant quand elle n'a pas besoin d'eux. Donc c'est ça, cette espèce d'ambiguïté. Elle est dépossédée, cette opinion publique, de son droit d'expression spontané, naturel, par deux mécanismes. D'une part, la démocratie participative. Alors, il faudrait se demander qu'est-ce qu'il y a de participatif dans la démocratie qui ne permet pas à l'opinion publique de s'exprimer, bien sûr. Et d'autre part, par la technocratie et les élites, et on le voit pour le Covid, et c'est ce que disait Jean, parce qu'il y a tellement de spécialistes dans tout que l'opinion publique peut avoir l'impression qu'elle n'a pas son mot à dire quand un grand docteur va parler ou va dire quelque chose, mais elle fait autre chose que le docteur dit. Donc, et puis il y a d'autres choses plus spécifiques en Guadeloupe, à nous. On a peur des mots en Guadeloupe. En France, on vous dit le ridicule ne tue pas, les mots ne mordent pas. En Guadeloupe, les mots mordent, les mots tuent, les mots blessent. Donc on a peur des mots. Et puis il y a quelque chose qui parallèlement très très fort ici, qui m'interpelle tout le temps, c'est qu'on a une énorme envie de croire. Et croire justement dans la magie des mots dont on a précisément peur. Donc c'est un paradoxe là encore. On a peur des mots, mais on veut croire. On veut se laisser aller à l'éloquence, à la grammaticalité. Et vous avez commencé comme ça, en disant, demandant sous l'autorité de Maître Collet l'importance des mots. Et ce qui est important dans les mots, c'est pas le mot lui-même, mais la représentation qu'il envoie chez les gens. Et enfin, dernier point, il y a le dernier point par rapport à l'opinion, c'est qu'elle est la première victime de la défiance citoyenne. Donc tout ça, ça fait qu'on est dans un système qui n'est pas évident. Il faut aller au-devant de l'opinion publique, il faut la mériter. Ça veut dire qu'il faut comprendre ce qui se passe dans les mécanismes basiques de la société guadeloupéenne, et ce n'est pas ce qu'on voit qui est. Et ce n'est pas ce qu'on dit qui est entendable. Excellent. Oui, est-ce que d'accord, ça l'a fait tout là. Pourquoi? Parce que non, mais même là, on prend par exemple en 2003, on ne pas penser que c'est une question de maturation, c'est une question de peur, c'est tout. C'est-à-dire que l'opinion réagit avec les peurs, les craintes et parfois aussi la méconnaissance. Et dit mon cher, au lieu de nous changer, nous étions là toujours, et pas plus loin, à niveau là ça. Et puis, il y a aussi, si vous voulez, un certain nombre de personnages publics. Vous savez, toute période là, ça, marqué par Ibo Simon, et présence à Ibo Simon, et en particulier, c'est Ibo Simon qui t'a fait l'opinion publique à ce moment-là, ça. Très, très important. Avec la peur, etc. Oui. Bon, Château-Sac, etc. Bon, c'est moun qui a dit ça, etc. C'est-à-dire qu'on partait d'une opinion publique qui était vraiment construite, qui a réfléchi, en fonction des intérêts particuliers, personnels. Oui, pour le moment, moi, on va toucher ça. Est-ce qu'on peut payer ça, alors on organise ça, etc. Donc, ni en opinion publique en Guadeloupe, surtout en tant que Calmopani, c'est peut-être ça. C'est-à-dire là, on va attendre le monde qui a un point de vue à eux, on donne ça dans les radios, on donne le point de vue à eux, on donne les points de vue les plus divers, on donne des points de vue qui marquent parfois par la méconnaissance, on donne des points de vue qui marquent par la... Nous, opinion publique diverse. Bon. Ça qui est aussi, c'est que l'opinion publique en général, il a construit à travers les moyens d'expression, les médias, les journaux, etc. En Guadeloupe, on peut toujours garder les journaux. C'est un nombre extrêmement limité, généralement bien orienté. Nous pas un débat divers. À un moment donné, on débat divers parce qu'il y a plusieurs types de journaux et tout ça. Et puis, la plupart des journaux qui émettent des points de vue, des analyses, etc., ils ont pratiquement qu'à disparaître les unes après les autres. Parce qu'il y a les moyens financiers derrière. Donc, au niveau des médias, c'est le même bilan. Au niveau des choix de médias. Mais on vous rend compte que même dans les choix de médias, il n'y a pas des choix qui sont orientés vers l'information, la connaissance, etc. Ils sont orientés vers là qui est capable de porter plus plaisir, amusement, etc. Donc, quand manquait en Guadeloupe un certain nombre de débats, parfois, aussi publics, etc. Et au niveau de la... Parce que l'opinion publique a structuré à travers, si vous voulez, la connaissance, l'accès à la connaissance, et parfois même aussi, nous souvent qu'à dire que nous sommes un peuple pas zombie, c'est-à-dire un peuple sans mémoire, un peuple sans histoire, etc. Pourquoi? Parce que tout ça qui a fait réflexion à la société en nous, il pète dans la nuit, il n'y a pas à apprendre.
au niveau qui le système d'éducation. C'est des résidus que nous gagnons. Attends longtemps, on a fait ça. Mais la société en nous évolue à travers une histoire. Était des combats d'opinion publique à l'époque. Des Légitimus, .9, etc., les grands débats, récemment, Valentino, etc., aux Girard, à Archimède, c'était des grands débats. Là, on n'a pas le sentiment qu'on est même type d'habitat. Par contre, on a des préoccupations fortes au niveau de l'opinion publique. Il y a la question de l'eau, même la question de chlordécone, hein, mais ça peut structurer, et ça peut faire l'objet, si vous voulez, d'une opinion publique qui a dit attention, mis ça nous voulait pour nous, etc. Okay. Bien. Oui. Que penses-tu de ça? Je ne connaissais pas le peuple zombie. Je ne connaissais pas, j'apprends. Guy Tyrolien. D'accord, très bien, autant pour moi. Non, mais alors, c'est vrai que, suite à ce que Raphaël a dit, je suis tout à fait d'accord. Ce qui est intéressant, constater qu'une opinion publique en Guadeloupe, c'est un peu... c'est cette façon de penser collective sur un sujet donné, problématique donnée. Bien sûr. Écoutez, nous sommes légion à discuter sur des problématiques de la Guadeloupe. Nous discutons beaucoup, énormément. Nous bavardons beaucoup, énormément. Et d'autant plus sur les réseaux sociaux. Raphaël disait quelque chose qui est assez intéressant. C'est vrai que sur certains sujets, on a du mal à prendre la parole publiquement, ou en tout cas de pouvoir venir sur un micro, sur un plateau TV, et dire voilà. On s'expose difficilement. Maintenant, on commence à le faire. Mais sur les réseaux sociaux, il y a une certaine liberté. On le fait parce que c'est caché. Cette opinion publique... C'est une diarrhée verbale. Voilà. Oui, c'est vrai, mais elle existe, elle est cachée, elle existe, elle est légion. Mais ce qui m'inquiète, au-delà du fait que le Guadeloupéen puisse ou sache pouvoir discuter d'un sujet collectivement donné sur la société guadeloupéenne, c'est cette façon dont elle est administrée, cette opinion publique. Et c'est plus, justement, les leviers qui sont tirés ou qui sont menés, qui sont actionnés pour pouvoir l'emmener à tel ou tel résultat. Ne casse pas tout, Raphaël, ici. C'est ça. C'est plus la manipulation de l'opinion publique qui m'interpelle. La manipulation. C'est ça. Parce que si c'est vrai que nous avons du mal à pouvoir nous exprimer ouvertement sur un plateau TV dessus, même si je répète que ça se fait, à côté, nous le faisons de manière assez exponentielle sur les réseaux sociaux, force est de constater que cette parole, cette opinion publique, elle est manipulée. On vous emmène à pouvoir dire ce qu'on veut dire. Autrement dit, je vois ici dans cette Guadeloupe naître une forme de démocratie de l'opinion publique. À dire que un mode d'administration du pouvoir où, selon vent soufflé, qu'est pour le coucher. C'est en fonction de ce que je vais... Vous savez, par les sondages, je vais pas avoir un résultat sur une question problématique, je peux manipuler ça et tirer le drap à moi. Et en Guadeloupe, où le comportement atavique, je fais quelque chose, je ne sais pas pourquoi. Je reprends un comportement, je ne sais pas pourquoi. Cette culture que nous avons, eh bien, elle met un peu en exergue la façon, justement, dont nous devons concevoir le débat public. Et le débat public n'est plus, il est entre parenthèses, par rapport à une opinion publique manipulée. Et ici, elle est manipulée. D'accord. Elle est manipulée. C'est vrai, puisque sur les vraies questions que tu as posées, Nico, et que René dit sur la chlordécone, sur nous avons tous une opinion. Oui, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais oui, mais après quoi? Est-ce que ça va soulever une autonomie, justement, au-delà du débat, une autonomie de réaction? Autrement dit, non, c'est vrai que c'est pas bon, mais on va s'affranchir de certains nombres de règles et on va descendre dans les rues, par exemple. On va dire non, ça suffit, on va voter contre ça, on va demander aux députés. Voilà, l'action, elle n'est pas justement là où on l'attendait par rapport à une opinion publique qui existe. Il y a une peur. Oui, deux choses par rapport, pour rebondir tout de suite par rapport à ce que disait Édouard. C'est vrai que donc on va voir opinion publique comme forme d'expression, spontanée ou pas spontanée. On oublie le récepteur qui est en face. Et c'est vrai ce que tu dis. Qu'est-ce que les gens ont envie d'entendre? C'est ça. Et pourquoi il y a cette espèce de séduction à vouloir faire plaisir aux gens en disant quelque chose? Est-ce que je ne peux pas être un contrepoint par rapport à quelques mots? Et donc, ça veut dire que la parole, effectivement, on est encore dans une parole qui est sacrée. On n'est pas dans une parole profane. On est dans une parole sacrée. C'est quelque chose d'important. Et donc, par rapport à ça,
nous, on pense plus en acte qu'en réflexion. Ça, nous, quand même, pas voter. Tout le monde a dit, on pose des actes. Et on est donc dans un comportement où il y a des grandes paroles, il y a des grands discours, des grands trucs, puis il y a des actes qui s'opposent complètement en contrepoint. Donc, tout ça, c'est pour ça que je parlais de stratégie. Le Guadeloupe Landa, c'est un gars qui est stratège. C'est sûr qu'il est stratège d'abord sous ses intérêts, en tout cas la perception qu'il a de ses intérêts immédiats, mais il a vu quand même pas mal de choses de son histoire. Donc il est prudent, il prend du recul, mais il prend pas du recul par rapport au passé qu'il a tendance à reproduire tout le temps, il prend du recul par rapport à l'avenir dont il est l'auteur. Okay. Et c'est là le problème. Publicité. Sur ces paroles, publicité. Eh bien, nous y sommes, gentlemen, we are ready. Let's keep on going. Comme disait l'autre qui a bu un peu d'alcool. Mais pas pendant le ramadan, quand même. Bon. Alors, toujours dans la question de l'opinion, on a fait un grand tour de définition. On va essayer de s'approcher un peu du pays, voir comment le pays se bat avec cette question de l'opinion. Alors, j'aimerais également que nous parlions tout à l'heure, peut-être après toi, Georges, je ne sais pas, du fait que pour la grande question de la crise sanitaire, du Covid, des vaccins et du confinement, on ne voit toujours que les mêmes. Et qu'il serait grand temps pour l'opinion qu'on voit autre chose, peut-être à nous entendre autre chose. Bon. Alors, Jean, où en es-tu donc? C'est la deuxième étape de ta réflexion après la définition de la question de l'opinion publique. J'en suis au point que je veux préciser, à savoir cette question de la manipulation de l'opinion publique. Oui. Cela a abouti à ce que nous constatons, c'est véritablement une opinion, on peut dire opinion Kleenex. C'est-à-dire les choses, il n'y a rien qui dure dans le temps. Ça évolue, ça change au gré des circonstances. Nous étions, il y a très longtemps, dans une sorte la société autrefois fabriquait ce qu'on appelait une sorte de doctus cum libro, les savants avec le livre. On était dans un livre, on lisait, on avait du recul, on réfléchissait et on se construisait. Parce que le problème, la machine, c'est là, c'est la tête. Quand vous lisez, quand vous avez du recul, donc on dira de vous que vous êtes peut-être doctus cum libro, mais quelque part, vous avez nourri une réflexion autour. Maintenant, nous sommes dans une toute autre société. C'est celle que je qualifie de société qui fabrique des sortes de doctus cum componenteurs. C'est ça la réalité. Et dans ça, vous avez plusieurs médias. Vous pouvez entendre, vous pouvez lire et vous pouvez voir. Et c'est ce qui bouscule tout. Ça va à la vitesse grand V. Ça va beaucoup plus vite que le livre. Alors, bonjour les dégâts pour l'opinion publique dans cela. Alors, les gens, ça bouscule, même sur la question virale du virus, on entend, il y a des élus qui parlent, il y a des scientifiques. Aujourd'hui, on entend un point de vue, il y a un autre. Nous sommes dans une sorte de confusion totale. Et là, on a du mal à forger une opinion publique qui va s'inscrire dans le temps et qu'on pourrait même dire une certaine vérité. Voyez-vous, c'est cela le problème. Donc, toute la question maintenant, à mon sens, c'est le développement des technologies, nouvelles technologies, n'est-ce pas, qui fait que ce développement qui fait que les choses vont à la vitesse grand V, les opinions évoluent, et il n'y a pas un arrière-plan de réflexion, de contradiction, il n'y en a pas, absolument pas d'esprit critique, parce que l'esprit critique, ça a du sens, n'est-ce pas? Il n'y en a pas, et nous sommes là dans cette réalité-là. Surtout énormément de questions. On parle de nos élus aussi, mais ça arrange aussi les élus, parce qu'ils participent aussi, d'une certaine manière, à l'émergence d'une opinion publique, n'est-ce pas, qui va dans tel ou tel sens en fonction des attentes de l'émetteur, de ceux qui participent à la construction de cette opinion publique. C'est mon avis là-dessus. D'accord. En fait, tu crains ou tu dis que les outils technologiques qui ouvrent un champ sont aussi des moyens d'éteindre paradoxalement la consistance de l'opinion qui est pas forte. Les choses vont à la vitesse grand V très vite. Que l'esprit, la substance suffisante, on n'a pas le temps de réfléchir là-dessus. On ne peut pas. Quand vous lisez, c'est différent. N'est-ce pas? À l'époque des Lumières, de Rousseau, il n'y avait pas ça. D'abord, il avait bien dit ça à Émile, je pense. Il faut du recul, il faut réfléchir. Et nous sommes,
je pense, autour de ce plateau, ceux qui sont quelque peu issus, attachés à cette les vieux dinosaures d'un temps révolu. D'un temps révolu. Voilà, les dinosaures d'un temps révolu, qui prêchent la bonne parole le dimanche, dit-on. Dit-on. Mais c'est le jour de la messe. Le dimanche, c'est le jour de la messe aussi. Non, mais il faut bien voir une chose. Et nous savez maintenant, quand vous avez un problème, où vous allez. Eh bien, vous allez directement dans un moteur de recherche. Oui, tout à fait. C'est vite fait. Okay. On est là, voilà. Bonne approche, Mais des fois, il n'y a pas de recul par rapport à tout ça. D'accord. Alors, on avance un peu, on a passé les définitions, on s'approche du pays, sa déclinaison, de l'opinion publique. Raymond, on étudie cette question-là sur l'illustration de la problématique de nos difficultés, de notre opinion, de nos expressions. Hein. Est-ce que tu as quelque chose, comme dit Ivo Simon, quand on y a dit? Ivo Simon, c'est l'exemple, quand on y a dit. Quand on y a dit. Il y a beaucoup de choses à dire. Oui. C'est vrai que l'opinion, on en a parlé, chacun a donné sa définition, la manière de voir. Cependant, lorsqu'on parle, par exemple, on était sur le cas du Corona. Oui. Et donc, ça peut gêner un certain nombre de personnes de voir toujours les mêmes, comme on dit. Ça ne me gêne pas. D'accord. Alors, pourquoi ça ne me gêne pas? Imaginons qu'on est... Attends, c'est une opinion. C'est une opinion. Oui. Et qui, j'espère, sera partagée par au moins quelques-uns. Oui. Si on avait Madame Pirot, préfète de la Guadeloupe, Monsieur Gala, acteur d'académie, Victor Lurel, ministre. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Alors, quand on dit, oui. Le discours tout de suite change. Donc, ça va. Bon, il y a des secteurs. Nous sommes dans un système jusqu'à nouvel ordre. Si le système change, peut-être que ce sera autre chose. Où la santé fait partie des prérogatives régaliennes de l'État. Pour moi, ça ne me choque pas. Parce que, comme je viens de vous dire, on a eu Pirot et Gala. La donne change. Je comprends. On doit respecter, en fait, la déontologie, le fonctionnement de la République. Okay. Donc, en fait, si je comprends bien, tu es pour l'indépendance, en fait. C'est-à-dire que, je te provoque un peu, tu es pour l'indépendance. C'est-à-dire que tu dis, tant qu'on est dans le système français, qui bougla rouge, qui bleu, qui vert, c'est l'État français. Ça ne me pose pas de problème. Et lorsque ce sera vraiment libre, si ça change c'est le jour où on sera indépendant. Hein? À condition que ce soit mieux. À condition que ce soit mieux. C'est pour choquer un peu... on est choqué. Donc, le seul indépendant qu'il y a ici, c'est toi. Voilà. Moi, je ne l'ai jamais dit. Non, pas. Non, mais en tout cas, ta pensée est pertinente. Hein, parce que ta pensée est pertinente. Il ne suffit pas de changer la couleur pour que la politique change. Hein. Ce que tu dis là est très profond. Il est très profond. Hein, bon. Mais au niveau rituelique, symbolique, ça peut-être... Ça faut changer la couleur d'esprit. Ok, très bien. Maintenant, il y a une pensée. Nous sommes dit-on en campagne électorale, je n'ai pas vu la campagne. On va parler de ça tout à l'heure, parce que je ne sais pas si mais il y aura des discours, on va parler de certaines choses pour précisément si on veut aller faire quelque chose, à condition que ce soit mieux. Moi, je n'irai vers aucun changement si on ne me dit pas que aujourd'hui j'ai une voiture, que j'aurai deux voitures. Voilà. Deux voitures. Par exemple, que j'aurai un système de santé encore plus performant. Ton programme électoral devient de plus en plus dur. Je me souviens, il y a quelque temps, c'était 2 frigidaires pleins. Là, à la limite, c'est 2 voitures. Là, je ne voulais pas donner le même exemple. J'y arrivais là, quand même. C'est plus difficile. Et là, je pense qu'il y a du pain sur la cloche. D'accord, ok, c'est clair. Ouais. Raphaël. C'est clair. Alors, juste un truc quand même sur le sanitaire. Là, je me distingue un tout petit peu de Raymond. Jusqu'à présent, le débat, parce qu'on va parler tout à l'heure des politiques, oui, bien sûr, tout à l'heure, et des choix, c'est très important. Le débat était entretenu entre gens du monde, donc des gens comme nous, un peu différents, hein, mais comme nous, et ça tournait sur un triptyque économique, social et juridique. Hein, et c'était les bases même des fondements. Ok. Raymond, le sanitaire est venu en intrus et a changé complètement la donne. Et la révolution qui s'opère maintenant par rapport à tous les paradigmes encaissés, elle est radicale.
Et c'est pour ça qu'on est en crise et qu'on est peut-être pour certains en effondrement par rapport au système antérieur, en collapsologie ou je sais pas quoi. Mais la question du sanitaire n'est pas une petite question. C'est une question transversale, fondamentale, que peut-être l'économique s'il n'y a pas de sanitaire, que peut-être le juridique s'il n'y a pas de sanitaire, que peut-être le social s'il n'y a pas de sanitaire. Et on n'y avait pas pensé du tout, même si l'État était effectivement, comme tu dis, le dépositaire régalien de la santé publique. Sauf qu'il l'avait oublié dans la gestion publique de la santé. Hein? Donc il y a quelque chose qui se joue là qui me paraît super intéressant. Maintenant, sur l'opinion, attention, alors, moi ce qui m'intéresse, ça c'est le processus. Il y a un avant de l'opinion. Avant de l'opinion, c'est le vécu. C'est la réflexion empirique. Nous va parler. Et le vécu en Guadeloupe, il y a déjà une première dichotomie dans l'analyse du vécu. Il y a le vécu, ce qu'on dit, il y a le ressenti. Or, le ressenti a plus d'importance que le vécu. Et à partir d'un tas d'écosystèmes, de résonance symbolique, historique, visuelle, musique à somme tel monde, etc., etc., hein, ou généalogique, si je prends l'exemple de ton papa. Oui, parfait. Donc, il y a déjà le ressenti. Alors, cette espèce de ressenti qui est syncrétique, qui marche dans une machine à laver, va servir de moulin, hein, de ciment pour la création de quelque chose qui sera d'abord une opinion personnelle, qui sera ensuite partagée, qui va se frictionner avec différentes personnes, de groupes, de petits groupes, et qui peut devenir une opinion publique. Sauf qu'au moment où ça va devenir une opinion, ça va être confronté à des voies d'égarement. Parce que normalement, l'opinion, je sais plus, quand je dis normalement, c'est pas... Ce qu'on peut penser intellectuellement, c'est que l'opinion va déboucher sur des croyances, et les croyances vont être validées ou pas validées par l'intelligibilité des gens, ça va être vérifié ou pas vérifié, et une partie des croyances va devenir des connaissances. Et à partir de là, parce qu'une connaissance, c'est une croyance qui a réussi. Mais c'est pas ce qui se passe. Après l'opinion, il y a 3 voies. La première voie, c'est effectivement ce que tu disais, l'accaparement par le virtuel et la technologie, et c'est de la récupération. Il y a une deuxième voie qui va être les légendes. Ça renforce des choses qui sont dans le patrimoine culturel identitaire, et on part dans des légendes urbaines, des légendes historiques, des légendes, etc. Et la croyance qui va évoluer vers la connaissance, elle est infime, parce que pour qu'elle évolue vers la connaissance, il faut que cette croyance se confronte à des phénomènes de rationalité. Or, on a dit auparavant que la pensée rationnelle, on l'aime pas trop, on préfère la pensée stratégique. La rationalité étant tout ce que vous avez à soumettre la croyance à des choses bien mal. Mais non, parce que le monde affectif, le monde symbolique va envahir cette croyance-là pour lui donner une interprétation qui serait une interprétation, on appelle ça axiologique, mais pas nécessairement directe. Et donc on a dans l'opinion publique, on a un arrêt. On a un arrêt parce qu'il y a un impensé culturel, il y a un fondamental chez nous qui fait qu'on ne veut pas aller au bout de nos opinions. De même qu'on ne veut pas aller au bout de nos croyances. Et que les outils de la modernité, d'un côté le virtuel et puis tous les réseaux et compagnie, ou les outils de la tradition, les légendes, etc., sont des voies de fuite qui nous permettent de rester dans le statu quo. Rester dans le statu quo, la transition est belle pour donner la parole à René Beauchamp. Oui, un témoignage tout petit idée avant. Hein. C'est que faut bien comprendre. Laurent nous a parlé de situation à pandémie là et des apparitions à 3 là qu'a fait à chaque fois là, préfet, ARS et rectrice, rectoire ou recteur avant. Oui, mais attends, excusez-moi. Disons 4e monde, c'est le langage des signes. Même monde là, ça, c'est même profil là. Oui, non, oui. Mais si vous voulez, ça qui, oui, c'est-à-dire c'est là, il a traduit la parole à travers les signes. Mais c'est le fait que ça a montré qu'en réalité, ça a passé cette étape-là, c'est que les véritables dirigeants à pays en nous, c'est la préfecture et les organismes déconcentrés de l'État, qui c'est l'ARS et qui c'est le rectorat. Pas même ni les collectivités dites majeures qui représentaient là et qui n'y doivent en parole. Les collectivités majeures qui représentaient là et qui n'y doivent en parole. Ils n'ont pas ni droit en parole. Ils n'ont pas là. Non. Ils n'ont pas qu'à exprimer. En réalité, ça a renforcé à l'opinion publique. Voilà les dirigeants de la Guadeloupe. Le reste, c'est des accessoires. Et c'est ça qui apparaît extrêmement grave. D'autant plus que parfois, alors, quand on est responsable à l'ARS, Madeleine Capalé,
il y a contresens par rapport à qui la culture guadeloupéenne, qui les habitudes guadeloupéennes, qui les réalités guadeloupéennes, qui les sentiments que les Guadeloupéens ont. Oui. Et ça arrivait à plusieurs reprises. Nous avons eu l'occasion de parler de ça sur les plateaux là, à propos des déclarations, les Guadeloupéens qui aillent tout le temps à la plage, alors qu'en France, il y a une piscine, etc., ça puis contrôler, etc. La dernière fois, là, nous avons parlé de ça, et on dit qu'on était extrêmement choqués d'être Nick a dit qu'en réalité, si ça, les débutés par tout ça, c'est faute en nous, c'est nous qui partons assez vigilants, alors que les Guadeloupéens, quand même, à Katouveyo, très obéissants, même si nous, de tous côtés, des mouvements de protestes, à Katouveyo, vraiment très obéissants par rapport à ces binaires, pourquoi? Parce qu'ils sont conscients qu'il y a une période de pandémie qui est grave. Donc, en tout cas, c'est ça qui a choqué moi, à niveau là, ça. Deuxième idée, c'est qu'on peut remarquer que c'est aussi un résultat de la société en nous qui est parfois extrêmement fragile. Rappelez-vous, après Hugo, on a aussi un mouvement de contestation politique, etc., de débat, etc., etc. Là où Hugo passait, ça redescend au soufflet. Pourquoi? Parce que la société en nous pas ni véritablement les moyens de faire face à cette situation. Alors que nous sommes un pays qui, normalement, leurs responsables, il faut ça faire face aux catastrophes, etc. Ça ne veut pas dire qu'on va être dans l'extérieur, hein? Mais Saint-Vincent a montré nous ça. Mais Saint-Vincent a maîtrisé. Situation, il a maîtrisé même les aides qui arrivaient. Il a dit attention, ils n'ont pas trop de plastique, bon, mais enfin, il a. Et avec l'OSCE, il a maîtrisé un certain nombre d'habitants. Bon, il n'y a pas besoin de ça, il a préféré ni tel habitant, etc. Là, en fait, qui pour Hugo, et là, on va rendre compte qu'il n'a pas maîtrisé, que la société-là pas créé un des éléments de. C'est peut-être ça qui a commencé à construire à l'heure actuelle, avec des habitants qu'on ne dira pas de ça. Le conseil scientifique. Conseil scientifique caribéen, etc. Qui personnellement, depuis le début de la pandémie, on a dit, mais comment, nous ni suffisamment quand même scientifiques et tout ça, pour performer un comité scientifique en Guadeloupe, et puis, ni on a vie beaucoup plus à la fois basée sur les réalités, et qui prend en compte le culturel, l'organisation, etc. C'est ça qu'a fait aussi la tentative là qui dit aussi de regrouper un certain nombre d'associations qui occupent d'habitants divers, tremblements de terre, cyclones, soufrières et tout ça, à travers un comité lié au problème de catastrophe et tout ça, et qui a basé en une sorte de début d'organisation. Il faut une société organisée, c'est ce débat-là, ça qui est important et tout ça, qui peut permettre vous de répondre à la réalité là, quand on y a qu'à ça, réalité économique, mais aussi réalité géographique, réalité par rapport aux possibilités de catastrophes, etc., tout en comptant aussi sur l'aide extérieure. Or, on peut rendre compte qu'à chaque fois qu'il y a un phénomène comme ça, il casse, mettre complètement à tête tout un processus de réflexion, de débat, ou de lutte qui a fait, etc. Ça a montré que la société en nous est extrêmement fragile. Et que l'opinion publique là même qui était exprimée et tout ça, pour qu'à exprimer des bases suffisamment fortes pour résister à ces réalités-là. Ça. Et c'est de ça, grosse difficulté là que nous nions. Est-ce que c'est une question de souveraineté sur un certain nombre de questions? Mais souveraineté là, ça, il faut construire. Il faut construire souveraineté là, ça. C'est-à-dire qu'il faut prendre en charge et qu'on assume les responsabilités. Et c'est à quoi combat là, ça qui est extrêmement important à l'heure actuelle et qui est mérité, fait partie de tout l'objet du débat politique à l'heure actuelle, plutôt que d'être un monde qui a raconté que les bonnes, tu as volé ceci, tu as pas fait. Alors que c'est là le véritable débat qu'a trouvé. Ok. Edouard, où en es-tu de cette réflexion? Oui, parce que c'est plus une question de souveraineté. Que la question de souveraineté va appeler d'autres questionnements. Nous savons très bien que nous sommes dans un précaré. Alors peut-être que la question justement d'une souveraineté guadeloupéenne se posera un jour, ou elle se pose sous d'autres formes là-dessus. Mais visiblement, on ne veut pas y répondre, ou on y répond de manière un peu à côté. Le vrai problème, c'est que l'opinion publique, cher Nico, elle se pose la question. S'il s'agit de redéfinir l'opinion publique comme une façon de penser collective sur un sujet donné, elle existe. Un exemple très simple. Elle peut se poser des questions sur, par exemple, l'âge de Mme Bourlin-Certain à l'occasion des élections régionales. Tout à fait.
C'est légitime que l'opinion publique se dise, mais attendez, mais... Oui, mais toi, tu as le courage. Tu as le courage ici de poser cette question-là que je voulais poser aussi. Oui. Mais est-ce qu'elle va le faire? Est-ce que son petit monde qui parler? Est-ce que monde qui a osé parler de ça? Mais je vais plus loin. Oui. En tout cas, en attendant, l'opinion publique, puisque c'est la question que tu me poses, elle se pose cette question. Elle questionne justement cette candidate en se disant, mais bon, quel est encore l'intérêt pour nous, les futurs électeurs ou électeurs, de voir cette personne qui a cumulé les mandats, présidente du département, et qui vient dire, voilà, je vais sauver le pays Guadeloupe à 80 ans. L'opinion publique peut se questionner, et légitimement, elle a raison de se poser des questions. L'opinion publique... Elle a droit à une réponse aussi, non? Mais j'espère qu'elle aura une réponse là-dessus. L'opinion publique peut se dire, c'est bizarre et c'est curieux, alors que ce qui se passe à Magalante est particulier, alors que j'ai entendu les responsables de l'usine de Margan dire finalement ils en ont marre avec cette usine-là, ils veulent la démanteler. Comme par hasard, d'un coup de baguette magique, voilà, la chaudière tombe en panne. Donc on peut se poser, l'opinion publique a le droit de se poser cette question, mais qu'est-ce qui se passe? Comment bitin qui a fait comme ça, d'un peu voilà, d'un coup comme ça, voilà, ça se passe. L'opinion publique a le droit de questionner la représentation de l'État lorsque ces personnes viennent débattre de la problématique de la chlordécone, de la Covid. C'est toujours les mêmes représentations, les mêmes figures de l'État que nous voyons, alors que j'entends que c'est avec les élus qu'ils se sont concertés. Nous nous sommes concertés, mais j'ai décidé, on le disait dans notre aparté publicitaire là-dessus, l'opinion publique a le droit de se questionner sur les vrais visages de pouvoir en Guadeloupe. Où sont passés les élus? Le vrai gagnant de l'opinion publique, dans sa façon de manipuler, c'est la Covid. Mais quand je regarde que finalement, la grève de l'UGTG dans les collectivités communales a été mise entre parenthèses par ce confinement grâce à la Covid. Mais là, j'entends personne. L'opinion publique a le droit de se questionner. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui passe dans ce pays-là? Finalement, mais est-ce qu'il n'y a pas de manipulation tout azimut? On nous fait croire que la Covid par-ci, la Covid par-là, a eu à dire là-dessus, et on l'amène à toutes les sauces, et qui empêche effectivement à Domota et à notre ami de l'UGTG, là, des communes, là, son nom m'échappe là-dessus, Favel, que je salue, là-dessus, de pouvoir faire sa grève, dans la grève, là-dessus. On ne peut plus nous dire que l'opinion publique n'existe pas, elle se pose légitimement des questions. Il y a une chose qu'il faut oublier, que par moment, l'opinion publique n'est pas tout à fait juste. Elle peut se tromper, mais elle a le droit de pouvoir se poser des questions légitimes. Tout à fait, exact. On a fait le tour, c'est bien, on progresse. Alors, on va cerner un peu plus, on va tomber autour de nos élus, le citoyen électeur, l'élu dans cette affaire-là. Où se situe-t-il? Si l'opinion publique existe, si c'est complexe, s'il y a de l'instrumentalisation, s'il y a des paradoxes, quel est l'état du citoyen guadeloupéen aujourd'hui et de son gouvernant, voilà, en lien avec l'élection démocratique? La parole circule. Je dirais tout simplement que, pour aller très rapidement là-dessus, bon, je crois que l'élu, il est au cœur de tous les questionnements. C'est dit qu'il sente du processus, on s'interroge, pourquoi? Parce qu'il est élu. Il est élu, donc il est investi d'un certain nombre de pouvoirs, et les citoyens attendent le retour. Ils ne voient rien venir. Ils voient des discours qui varient. Ils voient des stratégies de reptiles. C'est monsieur qui a rapproché des messieurs parce qu'il a pensé qu'il habitait la Kébille, là. Tu vois? Donc, comme le disait Édouard, c'est normal que l'opinion publique s'interroge sur ces pratiques, même de l'élu, localement. Voilà. Il est au centre de la chose, le devenir de la Guadeloupe. Eh bien, on le dit, mais ils ont été élus, mais c'est pour quelque chose. Sur la question de l'eau, la question de chlordécone, la question aussi virale. Que disent-ils? Il y a des réunions qui se font, je dirais pas en catimini, parce que le préfet dit que j'ai réuni, j'ai consulté, j'ai contacté. Et souvent, il y a des décisions qui, les Guadeloupéens ne se retrouvent pas dans ces décisions-là. Ils se disent, mais en fait, où étaient ceux qui sont censés défendre nos intérêts? C'est en ce sens que je dis que l'élu est au cœur même de tous les questionnements, et la question même aussi du devenir même de ce territoire passe aussi par l'élu, comment le profil de l'élu de demain, n'est-ce pas? Est-il capable de conduire notre territoire vers des destinées meilleures, vers un welfare social, un welfare économique? Ce sont des questions qui se posent. Donc l'élu ne peut pas échapper à tout ça. Jean, mais est-ce que son problème à l'élu, c'est pas aussi le fait qu'il est un peu guide touristique
dans le pays et que ses compétences ne sont pas assez souchées sur les vraies questions. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui le met en difficulté par rapport à son électeur? Parce que l'électeur, comme dit Édouard, s'interroge, il regarde son élu, c'est pas lui qui voit la télé. Oui. Et peut-être même que la compétence elle-même, est-ce que parce que je me demande, est-ce que la question de la souveraineté locale, c'est pas l'un des aspects de Oui, mais la souveraineté locale, mais faut-il qu'on soit en mesure aussi de conduire cette souveraineté. On peut la souhaiter, nous la souhaitons tous, cette souveraineté, n'est-ce pas? Il faut avoir cette capacité à décider sur un certain nombre de choses, de questions, n'est-ce pas, qui sont des questions fondamentales pour la Guadeloupe de demain. Mais est-ce que, ma foi, dans le microcosme politique que nous avons actuellement, nous avons cette puissance, cette dotation en personnes ressources capable de conduire vers l'excellence? C'est là. Et puis il y a l'élu que je crois aussi, l'élu tout puissant. Il y a l'encadrement, ce qui entoure les conseillers de l'élu. C'est important, cela. Et ceci, pas seulement dans les élus politiques, il y a d'autres structures où cohabitent management politique et management administratif, des structures bicéphales, où nous voyons la toute-puissance de l'élu. C'est lui qui se dit, il est élu, c'est qu'à couper, c'est qu'à arracher. Et là, ce n'est pas très bien. Donc il y a la question de la souveraineté, à mon avis, qui est une question extrêmement importante, qui doit être une souveraineté, on dira, qui doit être réussie, mais pas dans, je dirais, une certaine, je dirais par le monopole du pouvoir. Il faut partager, il faut échanger, et ça, il y a le jeu le terme m'échappe, des managements, savoir politique et aussi administratif. Il faut les deux. Vraiment, dis-moi, comment tu vois, toi, on s'approche de l'élu et du citoyen, la défiance, le fait que les gens ne font pas confiance aux gouvernants, et que ça crée un malaise terrible parce qu'ils sont gouvernants quand même. Ils sont dépositaires, alors même dans le cas de la République française, ils sont dépositaires d'une autorité, le maire représente le préfet dans la commune, les élus régionaux, le développement économique, les élus départementaux, la question sanitaire et sociale et tout ça. Toi, cette défiance-là, tu la lis comment? Est-ce qu'elle perturbe l'opinion, son expression? Est-ce que les gens sont encouragés à se mettre en veilleuse, à se mettre en flibustier, voilà. Alors, l'élu, c'est souvent, les élus sont ciblés. Oui. Et l'élu, pour faire une petite parenthèse avant de répondre, sur la question de la décision du préfet concernant comment on appelle ça, le confinement. Confinement compté du 27 pendant 3 semaines. Il y a une structure qui est en place. Dans le cadre du système dans lequel on vit, il y a une structure qui est en place. Il y a des consultations qui ont été faites. Les élus ont été consultés. Ça a été dit par tout le monde. Oui, tout à fait. Et les élus même, il n'y a pas de mal à cela que les élus soient consultés et que dans la structure, c'est le préfet qui prend la décision de dire que je vais faire telle chose. Moi, je ne vois pas où est-ce que ça peut gêner. Les élus ont été concernés. Maintenant, sur la question qui est posée concernant et l'élu, le préfet, pour ajouter quelque chose, le préfet de Guadeloupe a les mêmes prérogatives que le préfet de Bretagne ou ailleurs. Donc les élus aussi de Bretagne sont traités de la même façon à l'échelle nationale que les élus du Var, de Corse ou du centre de la France. Moi, je vois pas, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas, c'est dans le système dans lequel nous vivons. Maintenant, s'agissant des élus eux-mêmes, nous avons, comme on dit souvent chez nous, nous avons beaucoup qui sont des coqs à belle pose. Et il faut finir avec ça. Et j'ai été très content et réjoui du fait aux dernières élections municipales, il y a quasiment la moitié des élus, la moitié des maires, des communes ont changé de tête, ont changé de maire. Ça, c'est très bien. Il faut que ça continue. Et je vois aujourd'hui encore les mêmes qui ont été rebiffés par la population, qui n'ont pas été à la hauteur de la tâche et de la mission qui leur avait été confiée. Ce sont ces mêmes qu'on voit
qui tentent de revenir pour gérer pour la prospérité de la Guadeloupe de demain pour les élections. Je suis sûr que tu penses à Jacques Bangou. Je pense à plusieurs personnes. Ouais, je pense à plusieurs tu sais pourquoi j'ai pensé à toi? Parce que dans l'émission précédente, tu disais, quand on est parti, on laissait un déficit de cette nature-là, et que finalement personne ne parle de ça, à part du Rimel, le pauvre, hein, et que tranquillement, les Bangous sont chez eux avec leur équipe. Hein, bon, j'ai pensé à toi. Quand j'ai vu Jacques Bangou derrière Mathiasin, pour la question de la région Guadeloupe. Hein. Je dis, tiens, je suis sûr que mon camarade Léomé Amiramaï de Tkadi, qu'a Jacques Bangou qu'a fait là, des dos à Max Matazin, une contradiction de plus. Bon, Jacques Bangou a droit de réponse. Hein. Bon. Mais l'interpellation comme du collet hein, est possible. Je t'écoute. Ouais. Oui, ça fait partie de l'opinion. Oui, on traite le sujet de l'opinion. Mais je ne cible pas quelqu'un en particulier. Parce qu'il y en a plusieurs. Il n'est pas le seul. Il y en a plusieurs. Sur le plateau. Sur le plateau. Moi, sur le plateau, tu le cibles. Il y en a plusieurs derrière Mathiasin. Pas forcément. Ah, d'accord, ailleurs. Je parle au niveau, il y a beaucoup d'élus, aujourd'hui, beaucoup de communes dans le rouge. Moi, je ne comprends pas. Et en même temps, et sur le plateau, nous demandons des responsabilités. Nous demandons de la souveraineté. Moi, je ne peux pas aller dans ce sens aujourd'hui. Parce que je suis tout à fait d'accord qu'il y ait des élus. Il n'y a pas de démocratie sans élus. D'accord. Mais je veux des élus dignes de ce nom, oui, très bien. avec une responsabilité et un respect de la parole donnée, de l'engagement donné. On ne peut pas tout le temps rester dans cette... oui, et tout le temps, on traite des déficits, on gère des déficits, on crée des déficits, mais c'est pas possible. Et souvent, je prends le cas... si je répète, mais enfin, je demande pardon si je répète, le cas de Sébarthélémy. Très bien. Qui était une dépendance de la Guadeloupe, il ne faut pas l'oublier. On peut me traiter de tout ce qu'on veut, hein. Ah non, c'est des opinions librement exprimées. Je connais, bon, pour avoir fréquenté, je fréquente aussi Saint-Barthélemy, je connais un petit peu comment le processus fonctionne, mais c'est une commune qui était dépendante de la Guadeloupe, qui a cherché à avoir une autre gestion, et qui, pour moi, c'est un exemple de réussite. Alors qu'ils n'ont pas de bananes, ils n'ont pas d'agriculture, ils n'ont pas d'élevage. Et pourtant, avec ce qu'ils ont, ils ont pu gérer et rentabiliser. Et il n'y a pas d'impôt à Saint-Barthélemy, il faut le savoir. Hein. En tout cas, très peu. Et ils arrivent à vivre, et de manière grandiose. Pourquoi on ne peut pas faire ça ici? On a l'élevage, on a les aides de l'État, on a la canne, on a la banane, on a et toutes les petites industries de transformation. Et rappelons aussi que la région... Ça fait quand même pas mal de temps que la région existe. La région est, comment dire, l'élément pour développer le pays. Tout à fait. Mais il ne s'agit pas de donner de l'argent au carnaval. Je n'ai rien contre le carnaval. Il faut financer le carnaval parce que c'est un aspect touristique de la Guadeloupe. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de carnaval. Mais si on avait des industries qui fonctionnaient, peut-être qu'on aurait pu tirer notre épingle du jeu. Okay. Donc, c'est que nos élus demandent... Je suis tout à fait d'accord pour la souveraineté. Mais pas de ces conditions-là. Pas de ces conditions-là. Je pense pas avec les élus que tu vois. Pas avec les élus que je vois. Enfin, ça mérite notre comportement, notre stratégie. Et il n'y a pas que les élus maires, les élus départementaux, régionaux, etc. Mais les élus des organisations syndicales aussi. N'est-ce pas, M. Boucher, qui a fréquenté mais là aussi, il a fallu changer les élus. Nos élus, il faut changer. Il faut continuer ce changement-là pour avoir de meilleurs élus, en tout cas, je l'espère. Mais sur le plan des organisations syndicales, il y a 40 ans qu'on entend les mêmes discours, on fait les mêmes choses avec les mêmes personnes. Là aussi, il faut changer. Et j'ai l'impression qu'on est toujours prêt à casser, à bloquer, à freiner, sans jamais. Et pas où tous ces gens-là se manifestent. Ça ne marche pas. Et c'est eux qui sont présents. Il y a un problème. Il y a un problème de structure, de pensée, de stratégie, de développement, je ne sais pas. Mais il y a un problème aussi à ce niveau-là. Okay. Pour synchroniser l'aspect social avec l'aspect politique. L'aspect économique. Mais il y a un problème, il y a des problèmes à tous les niveaux pour régler un certain nombre de problèmes pour pouvoir faire avancer ce pays-là, enfin. Parfait. En tout cas, je sais bien, je retiens ta volonté que ce pays avance. Il y a des modèles où ça marche.
Alors il faut... Avec très peu de moyens. Oui, voilà, et très bien. Donc c'est possible en fait, c'est possible. La question c'est de trouver notre chemin. Tout à fait. Respironnel, nous descendons, nous approchons, nous serrons un peu l'élu, le citoyen dans cette question. Oui, bien sûr, parce qu'avec ce que vient de dire Raymond et toute sa vigueur et pour le dire, on s'aperçoit bien quand on parle de l'élu, on a l'épilogue d'une tragicomédie politique qui se joue bien avant l'élu. L'élu, c'est ce qui apparaît, c'est le symptôme. Cette tragicomédie, elle concerne d'une part la République, avec ses principes, liberté, égalité, fraternité, avec son idée de séparation des pouvoirs, avec son idée de contrat social, bon, tout ça, et d'exemplarité, tout ça, c'était battu en brèche. C'est aussi une tragicomédie qui tient à la nature du contrat social, le contrat social basé sur le travail, basé sur les impôts, basé sur l'endettement mutuel. Bon, on voit bien qu'actuellement, il y a un problème par rapport à ça. C'est aussi un énorme problème par rapport à la citoyenneté, la définition de la citoyenneté. Et donc, l'élu qui arrive en bout de course, eh ben, il est l'objet, le phare de toutes les défiances d'un système qui a failli dans sa représentativité, dans son exemplarité, à vouloir énoncer des choses que lui-même n'était pas capable de défendre pour lui-même, puisqu'on est envahi maintenant dans des schémas de cupidité, dans des schémas de rapidité parfois, qui font que le système ne peut pas servir de faire valoir aux propres gens qui le portent. Et c'est ce qu'on disait sur Jacques Bangou ou sur d'autres, ça devient ridicule. Et cette incohérence-là, parce que le Guadeloupe est fort dans la perception des incohérences, même si on n'est pas docteur en quoi que ce soit, on est capable de comprendre qu'il y a un truc qui ne va pas quelque part. Tout à fait. Bon, il y a bien un monde dans lequel 2 et 2 font 4. Il y a d'autres mondes aussi dans lesquels 2 ne font pas 4. Mais il y a un monde dans lequel 2... Et donc, dans ce monde de la politique, on a envie que les choses... un projet corresponde à une réalisation. Une compétence corresponde à une performance. Et là, ce n'est pas le cas du tout. Donc, le problème des élus en Guadeloupe comme ailleurs, pour moi, c'est une faillite totale de leadership, des idées, de la capacité à être des phares, à être des moteurs, à amener quelqu'un quelque part. Et cette faillite-là, elle est dingue parce que nos élus ont été pris d'une part par la cupidité. Alors, nos élus, c'est pas les nôtres seulement. Que ce soit ceux, tous les élus, que ce soit ceux par des syndicats, ceux de la République ou ceux d'ailleurs, ont été pris d'une part par des logiques de cupidité du marché, etc., classiques, puisque le marché est quand même là, et d'autre part par des logiques, les strass de la République, hein, les ors, les signes de reconnaissance, tous les artifices qui font qu'une fois qu'on est installé là, on ne veut plus partir. Suivez mon regard. Et on veut, même à 150 ans, vouloir rester toujours un phare, un meneur, alors qu'on est déjà obsolète depuis longtemps. Je crois que le problème qui se pose, je ne sais pas, il est trop long, c'est l'élection elle-même qui pose problème, parce que ce sont des élus. Oui. S'ils sont élus, c'est qu'il y a des élections. Tout à fait. Et ça pose problème parce que les élections se font à partir de choix binaires. C'est oui ou c'est non. Alors, il y a un problème. Et qu'est-ce qu'on fait des non-votants? Qu'est-ce qu'on fait des bulletins blancs? Qu'est-ce qu'on fait de ce système? On a expliqué que le système cartésien binaire ne fonctionnait plus. Or, l'élection, c'est ça. Donc, tous les gens qui sont contre, tous les gens qui sont dans la nuance, tous les gens qui sont des choses... Et pire maintenant, où on va avoir la quintessence de ça, c'est que donc, pour pouvoir garder ce système-là cohérent, on va demander, c'est le fameux pacte républicain, même si l'élection a été contraire, de voter républicain en niant littéralement la vox populi. Donc il y a un problème. On va demander, par exemple, on va avoir Le Pen, Macron, un truc comme ça. Les gens Le Pen va arriver en première machin, et on va la dénoncer d'une certaine manière en faisant un pacte républicain au nom de je ne sais pas quelle bienséance politique. Donc, bon, je ne sais pas. Donc, il y a quelque chose de grave dans ce qui se passe, et en plus dans des pays où l'identité, c'est pareil que pour un Guadeloupe, où l'identité commune n'est pas bien circonscrite. Alors, c'est le fameux débat, c'est quoi le Guadeloupéen? C'est qui, où il commence, où il finit? On peut prendre le même débat par rapport à la France. C'est quoi le français? Où commence le français? Où finit le français? Par rapport à l'immigration, par rapport à l'histoire, par rapport aux élections, etc., etc. Donc, vous voyez bien que l'élu, au milieu de tout ça, qui lui-même essaie de tirer son épingle du jeu, à la limite, pour moi, l'élu, c'est la NPE améliorée. Hein. Et on a bien compris que... Édouard me regarde avec des gros yeux. Mais s'accrocher comme ça à sa rente de situation, c'était... Bon,
Bref, ok, j'exagère. Mais je persiste. Et donc, on soit bien que la personne de l'élu risque de devenir bientôt le prochain avatar de la crise tout court. Il l'est déjà depuis longtemps avec la crise de l'autorité, du pouvoir et de la responsabilité depuis longtemps, mais la personne même de l'élu, en tant que capitaine d'un pays, en tant que meneur d'un pays, ça ne va pas faire long feu. D'accord. Raphaël a interpellé le citoyen guadeloupéen sur l'élection. Je voudrais provoquer René, c'est ça. Un grand leader syndical qui est ma référence absolue en termes de syndicalisme a dit l'union cousse à chien, c'est toujours un chien qui est gagné. Est-ce à dire, oui, il est de moteur. Est-ce à dire qu'il faut renoncer à l'élection, puisque c'est nécessairement un chien qui est gagné et que l'opinion publique doit se méfier du processus même et des hommes que ce processus produit, puisque ce sont des chiens. Mais c'est un élu qui a dit ça. Non. Oui, mais il est élu. Oui, quelque part. Non, mais laissez le camarade, oui, mais syndical, vous savez. Camarade est néanmoins ami, laissez le camarade de champ répondre à cette question. Le monde entier le regarde. Et il n'y a pas un qui nous. Il n'y a pas un qui nous qui capote. Voyez là. Non, mais là, à qu'à laisser deux mots de responsabilité. Et l'irresponsabilité à parole là, il ne m'a pas parlé en moi. D'accord. OK. En projet, considéré l'élection comme un coup à chien. D'accord? Problème en moins, c'est la chose suivante. Oui. Les élections, d'ailleurs, c'est un processus qui est normal dans tout pays, dans le monde. Oui. Et on va penser que la terre a fait rien qui couche à chien. Donc, à niveau là, ça, pas parole après. Ça en cas dit. En pas j'ai goumé, même en tant que responsable syndical, en tant que syndicaliste, en pas j'ai goumé pour changer les mondes qui étaient en place. Oui. En gourmet pour changer les politiques qui étaient en place et qui partaient des politiques qui étaient capables de permettre justement de répondre aux besoins et aux situations. Okay. Ça qui veut dire que au pénis des nouveaux politiques en place, mais qui n'arrivaient pas au même processus de magouille, là, avaient les mêmes conceptions, etc. Et ils n'ont pas changé rien. Hein. À part parce qu'ils étaient taillés neuf, qu'ils n'ont pas fait mieux. Moi, c'est fondement politique là même qu'il faut changer. Résultat à tous les problèmes que nous connaissons au niveau déficit de communes, etc., mais et même au niveau de l'eau, à tous ces problèmes importants là, ça, c'est résultat à tout un certain nombre de politiques publiques qui étaient complètement irresponsables, qui étaient qu'à agir en fonction de ça, ils ont dit au fait, et qui en fait, ils ont une gestion, et gestion à eux, c'était profiter au maximum. Pourquoi? Parce que c'était le parachute de là-bas qui était quand même couvert les déficits et les problèmes, etc. Et pour ne pas des gens qui ont pris à d'un bon bitin. C'est tout résultat à ça que nous n'y. Alors, donc, il faut nous libérer, nous politiques, et arrêter, politiquement, il faut nous arrêter de penser qu'on les autres, t'as dit nous penser. C'est mettre en place une véritable pensée politique guadeloupéenne qui prend en charge tous les aspects associés en nous. Le développement culturel, alors on va le développement culturel, économique, mais aussi politique, c'est-à-dire transformer les réalités politiques actuelles et faire en sorte qu'on ne pas arrêter simplement à la gestion des saillots gérés, mais qu'on aille beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on cherche les voies qui permettent vous d'émanciper de ces bitins-là, ça qui a créé des obstacles à développement à pays et on dote aux opérations politiques, on dote aux projets politiques qui permettent d'aller vers justement une forme d'émancipation qui permettent de vous gagner des souverainetés dans des domaines, etc. Mais oui. Enfin, moi, bien, mais là, on voit Raymond a parlé, puisque Raymond a poussé moi à aller plus loin, qui s'en a passé, pour m'y expliquer un certain nombre de bitins, parce que tout qu'on fait, entre Guadeloupe, nous sommes capables de comprendre nous, hein, et nous pouvons comprendre nous, et nous pouvons arriver, puisque nous sommes au pays. Si on prend Saint-Barth, oui.
brièvement, sur le bar. Bon, pourquoi on réagit tout à l'heure, à part par rapport à ces bords, c'est simplement, si vous voulez, en pas aimer le terme dépendance, on vous met qu'on sont l'eau, parce que la Guadeloupe sont bonnes îles. Et pas ni yon qui n'est qu'on en Guadeloupe, c'est Grande-Terre, Basse-Terre, Marie-Galante, Désirade, Les Saintes, c'est ça qui est Guadeloupe. Guadeloupe n'a pas des particuliers et reste des dépendances. Ça, dépendance, c'est un terme assez, si vous voulez, qu'a rabaissé mon là et tout ça. Saint-Barth, qu'a fait? À un moment donné, il changeait politique. Il décidait de prendre en main à partir des propres réalités. Et il construit le développement. Il construit le développement et il construit à l'entour un développement économique et par une sorte d'émancipation. Il construit un certain nombre d'habitants, services, sécurité, incendie, tout ces bidons. Ça, c'est eux qui ont contrôlé tout ça, c'est eux qui ont payé tout ça, c'est eux qui ont payé tous ces gens-là. Ça. Au point que, l'on voit un cyclone qui est aussi important qui doit à l'époque tomber à l'ailleurs, dernièrement et tout ça, il dit président de la République française, au Cavine, mais nous n'avons pas besoin de rien. Si nous avons l'argent en plus, nous remercions, merci beaucoup. Mais ça y est, nous avons réglé tout le problème, nous n'avons pas de problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trouvé dans une situation de catastrophe telle qu'il prend en charge tout de suite et il remet les habitants. Pourquoi? Parce qu'il déjà prévoit tout ça. Et ben, il a les moyens pour. C'est ça, justement, qui est politique là que nous devons mener. Et à laquelle nous devons appuyer nous. Conception là, ça. On ne veut pas dire, il fait quoi? C'est bon, nous n'avons pas les mêmes conditions qui s'importent. Mais à partir des propres réalités en nous, des propres potentialités en nous, mettre en place une politique comme ça. Merci. Pour moi, c'est ça qui est important. Et c'est ça qui doit être l'objet du débat politique à l'heure actuelle. À quoi vous voyez qu'à transparaître, puisque entendre quand même, à quoi dit ça en fonction des sentiments, moi aussi, entendre quand même un certain nombre de débats qui ont les Canal 10, entendre ces jeunes comme Alain Gia, qui ont développé le même idée là. Et on savent qu'il y a dans des communes, on t'étonne Jean-Marie ici, on t'étonne Chalus aussi, etc. Nous avons volonté de vouloir arriver à ça. Volonté là, ça faut nous concrétiser par véritablement un projet politique payant. Mais je voulais simplement. Oui. Une demi-phrase. C'est pas pour aller dans le sens de René. Il reste très peu de temps, mais je sais pas. Il ne faut pas dire à un Saint-Barth, il ne faut pas parler de l'indépendance à un Saint-Barth. Et pourtant, il est autonome. Oui, alors c'est tout. On peut parler de ça. Je vous promets une émission. Je vous promets une émission. Autonomie, indépendance ou évolution du pays. Bon. Alors, Edouard, nous sommes dans la fin de cette émission-là. Je veux te provoquer sur deux choses, Edouard. La première, tu as fort justement, avant moi, osé poser la question de l'âge à Mme Morel. Ah. Je voulais oser aussi poser la question de l'incohérence de Max Mathiasin au plan idéologique. Je voulais questionner la ligne de Chalus. La ligne de Chalus, parce qu'on n'a pas tout dit fait des bitains, mais quelle est la ligne? La ligne, voilà. Et c'est moi que tu as trouvé pour répondre à ça. Non, la liberté de l'opinion s'exprime librement ici, ne pas faire rien. C'est moi qui peux répondre à ça. Moi, je voulais te dire, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Et me dire une seule chose sur ce que tu ferais, toi, président. Parce qu'il faut qu'on le fasse rapidement pour boucler ça. Ah bon? Allez. Et en 2 minutes. En 2 minutes? Ça mérite un débat. Ça mérite un débat. Oui, très bien. Non, ça mérite un débat. Alors, non, mais l'opinion publique, à mon sens, elle est légitime à se poser un certain nombre de questions. Et elle se les pose. Oui. L'opinion publique n'est pas tout à fait juste, n'est pas tout le temps juste dans les questions qu'elle se pose. Mais l'opinion publique ne peut pas être non plus une dérive à la représentation, à la démocratie représentative. C'est vrai, puisque nous sommes citoyens, nous avons été meubles, nous avons été sujets, maintenant nous sommes citoyens. Dessus, c'est très important, ça nous donne des droits, ça nous confère des droits et une certaine égalité. Et en même temps, l'opinion publique ne peut pas non plus empêcher le débat public et le débat politique. Il doit intervenir. Et c'est là où mon souci, il est grand, puisque le débat politique, par moment, on ne le trouve pas, on ne l'entend pas, il est captieux, il est irrévérencieux, ou voire même absent. Et partant de cela, on peut se poser la question, justement, sur la valeur ou l'importance de l'élu. Qu'est-il? Que fait-il? Où est-il? On n'entend pas. À l'occasion de la crise de la Covid, on voit bien qu'il y a des atermoiements dangereux, hésitants, très dangereux. Des positions qu'on attend, que la population attend, sur la balance probabiliste bénéfice-coût,
Qu'est-ce qui se passe? J'ai une population qui est contre, qui est divisée là-dessus. On n'entend pas les élus, si ce n'est que les représentants de l'État. Donc on peut se poser des questions légitimes. Maintenant, l'élu, sa vraie place, c'est de pouvoir justement nous défendre et porter les vraies questions qui nous préoccupent et apporter les réponses qui sont nécessaires pour que nous puissions vivre ensemble. Maintenant, c'est là où je suis encore embêté. C'est sur justement les questions sur cette façon de faire. Et je réponds à ta question naturellement. Oui. Ah oui, à l'occasion d'une élection, 2 élections majeures, élection départementale et élection régionale, bien évidemment, un vent de respiration démocratique arrive. Je me pose des questions sur le bilan du président de région actuellement en exercice. Qu'a-t-il, ce bilan-là? Il est questionné, il est à questionner. Je sais que beaucoup d'argent, bien évidemment, ont été distribués. Cet argent a aidé, mais est-ce que fondamentalement, la Guadeloupe s'y est retrouvée? Est-ce que les grands projets structurants qui étaient attendus, qui sont nécessaires, je prends par exemple le problème de la mobilité, le Guadeloupéen a besoin de se déplacer. La mobilité est nécessaire pour l'économie de l'île. Bien évidemment, il nous faut des axes routiers beaucoup plus fluides. Mais il nous faut poser la question sur le contingentement du nombre de véhicules sur notre réseau routier, parce qu'il n'est pas extensible à souhait. Ce sont des vraies questions de politique publique. Mais en même temps, on me met des radars tous les 10 km. Je suis embêté, monsieur Italique. Je ne peux pas rouler correctement. Je suis surveillé, je suis épié. Il y a des questions majeures de société qui ne sont pas élucidées. Et ça, là-dessus, il y a une difficulté à comprendre. Je veux me déplacer, mais en même temps, je suis un peu séquencé dans mon déplacement. Par ailleurs, sur le fond, justement, social, la question du département, bien évidemment, on me parle d'avoir voulu, à un moment donné, squeezer le conseil départemental. 50 ans, plus de 50 ans, au service de l'action sociale, ça mérite d'être salué. Mais quel est le vrai bilan des 50 ans de l'action sociale? Est-ce que pour autant, le président du conseil départemental est qualifié pour être président du conseil régional? Ça mérite un débat. Ça mérite un débat là-dessus. Et pour la question de Mathiasin, c'est quelqu'un que je salue, que je respecte là-dessus. Donc je ne serai pas tout à fait en adéquation avec la question que tu poses légitimement. Je pense qu'il a raison de pouvoir porter la contradiction, la porter à sa manière et de la porter. On a besoin de pluralisme démocratique pour un débat public beaucoup plus éclairé. Ok. Alors, en principe, c'est fini, mais si chacun est capable, en un mot, de dire « moi, président de région, je fais ça », on y va. Oui, très peu. Alors, vraiment, Jean Seymour, moi, président de région, moi, président pour région, allons-y. Utopie, mais on y va. Moi, je travaillerai beaucoup pour la souveraineté. Souveraineté locale. Alors, souveraineté locale, tout en sachant que la souveraineté appelle la souveraineté. Je termine là-dessus en disant, on peut être dans la souveraineté alimentaire sans être pour autant dans l'autonomie alimentaire. Vous aurez... Non, c'est un programme politique, c'est pas une étiquette. Mais je vais vous dire qu'il ne faut pas confondre souveraineté et autonomie. Vraiment, moi, président de région de Guadeloupe. Alors, moi, président de région de Guadeloupe, je me serais focalisé sur tout ce qui est développement économique et agricole, industriel, naval, pour créer des emplois et donner l'élan économique qu'il faut à la Guadeloupe. Moi, président, je ne suis pas président. Non, je ne suis pas président. Je ne suis pas un homme de pouvoir. Ça ne me dit rien. Oui. Je veux ma paix, ma sérénité, ma tranquillité, évoluer avec des gens que j'aime. Et je ne suis pas dans l'ordre temporel des choses. Ah, c'est bien dit. Moi, président de la région, même en rêve. Non, même en rêve. Même en rêve, non. Non. Oui. Il y a une chose qui est claire. Je ne veux pas concurrencer au niveau des âges. Oui. Ceux qui ont 80 ans se présentent. Même s'il n'y a pas 80 ans. C'est méchant, mais c'est bien dit. Mais il y a une chose pour laquelle je suis sûr et certain que je me battrai, c'est pour créer les conditions même pour penser ou oser agir en Guadeloupe en fonction des réalités de notre société pour pouvoir créer à la fois un développement à tous les niveaux, économique, social, culturel, et surtout pour pouvoir gagner des pans d'émancipation, pour pouvoir avoir au moins une société ayant des lois et règlements nous permettant de vivre mieux et de manière plus autonome dans cette société,
en favorisant à la fois l'esprit d'entreprise, l'esprit d'entrepreneur guadeloupéen, et aussi en permettant une meilleure répartition des richesses dans ce pays. Pas candidat. Alors, n'a qu'à voter pour. Alors, Edouard Collet, en une phrase, moi, président de région. Je vais faire inversement. Oui. Moi, Edouard Collet, oui. compte tenu de tout ce qui vient de dire, de tout ce que j'ai entendu, je réfléchirai encore davantage à me présenter à l'élection. C'est bien dit. Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de notre provocation. Nous allons conclure en musique légèrement. Alors, je vous propose Sheila, Jocelyne Nabil, Jacob Desvarieux et Passy. Et je pense à Madame Obidol qui apparaît dans le clip et que j'embrasse, où ils nous disent « Laisse parler les gens ». Voilà le programme. À dimanche prochain. Merci beaucoup. Ciné sous la ville. Special combination. Jocelyne, Sheila, original tune. Yeah man, respect all time. Laissons parler les gens. Laisse parler les gens. Moi je viens d'Afrique et tu viens d'ailleurs. Je viens des Antilles et moi je vis ailleurs. On dit que chez toi les hommes sont tous beaux parleurs. On dit du mal sur vos hommes et leurs valeurs. On s'en fout. Laissons parler les gens. Laissons parler les gens. Vas-y, vas-y. Laisse parler les gens. On dit que ton gars a déposé les clés. On dit que c'est pas lui le père du dernier. Ah bon? On m'a dit que t'as des factures à payer. Que tu es pourchassé par tous les huissiers. On s'en fout. Eh ma soeur, si tu empruntes le chemin de je m'en fous, tu vas te retrouver au village de Si je savais. Si je savais. Laissons parler les gens. Laisse parler les gens. Laissons parler les gens. Vas-y, laisse parler les gens. C'est bon ça. Va chercher bonheur à gauche. Va chercher bonheur à droite. Jacob. Racata-cata-cata-cata. Aroula. Va chercher le bonheur à droite. Racata-cata-cata. Aroula. Va chercher bonheur à droite. Oui, va. Qu'est-ce qu'il dit, Passy? Laisse parler les gens. Laisse parler les gens. On s'en fout. On dit que tu aimes, tu l'as raconté. On dit que c'est toi.